Bonjour, je suis Marie-Hélène Krebs, je suis professeure de psychiatrie à l'Université Paris-Descartes et chef de service à l'hôpital Sainte-Anne. Je dirige aussi une équipe de recherche sur la physiopathologie et maladies psychiatriques au Centre de psychiatrie et neurosciences à Paris. Qu'est-ce que la schizophrénie? La schizophrénie est une maladie du cerveau qui se manifeste par un certain nombre de troubles du comportement et qui apparaît généralement à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Elle se caractérise par un certain nombre de symptômes assez variés qui vont des hallucinations ou des délires à des symptômes plutôt en retrait, un retrait affectif ou une difficulté à réfléchir. En réalité, aujourd'hui, on sait que c'est sous-tendu par des troubles cognitifs, c'est-à-dire des difficultés dans les processus de pensée. Première partie de ce séminaire concernant le diagnostic. Comment peut-on reconnaître qu'une personne souffre de schizophrénie? Alors ce sont les symptômes que l'on peut percevoir qui vont permettre de poser un diagnostic. Aucun des symptômes que je vais citer tout seul ne peut assurer un diagnostic, c'est un faisceau d'arguments, c'est aussi une question de durée d'apparition, de mode d'apparition, et puis c'est la concordance d'un certain nombre de symptômes. Alors on décrit généralement trois grandes dimensions aux troubles schizophréniques. Le premier, ce sont ce qu'on appelle la dimension positive, ce sont des symptômes en plus du fonctionnement psychique habituel, c'est-à-dire des perceptions sans objet, ce qu'on appelle les hallucinations, qui peuvent toucher les cinq sens. Et puis c'est aussi les idées délirantes, c'est-à-dire des idées qui perdent le contact avec la réalité, ou pour dire les choses simplement, où les personnes se racontent comme un film, mais avec une conviction inébranlable, ou en tout cas avec une difficulté à reconnaître que ce qu'ils pensent n'est pas la réalité. Ça, c'est la dimension positive. Il y a une dimension négative, qui est la difficulté, là ce sont des symptômes en retrait du fonctionnement psychique habituel. Vous avez par exemple la perte d'initiative, la difficulté à éprouver des sentiments, la difficulté à avoir une capacité d'abstraction, la perte de l'évidence naturelle, c'est-à-dire toutes ces choses qui font que vous fonctionnez au quotidien et qui deviennent difficiles pour les patients. La troisième dimension est une dimension plus cognitive qui est cette difficulté à avoir une pensée cohérente avec ce qu'on appelle les troubles du cours de la pensée ou des troubles du cours du langage qui rend la pensée des personnes relativement confuse. Alors ça, ce sont les dimensions principales qu'on observe à la phase, qu'on appelle la phase d'état, c'est-à-dire que la maladie est vraiment pleinement présente. Le diagnostic est-il facile à faire? Le diagnostic est parfois facile à faire parce que dans les formes qui sont un peu évoluées, tous ces symptômes-là vont être présents ensemble et donc on va faire relativement facilement le diagnostic. En revanche, il existe des formes frontières avec d'autres troubles, avec aussi des formes débutantes où les symptômes sont beaucoup plus subtils et donc on a dans ce cas-là plus de difficultés. On a recours, comme vous l'avez noté, les symptômes que je cite sont des symptômes qui sont des symptômes subjectifs, donc parfois matière à discussion, et donc on a recours souvent à des entretiens structurés, à des guides d'entretien, ou parfois à des échelles qui permettent de les recueillir, des critères qui valent ce qu'ils valent, mais qui ont permis au niveau international d'essayer de faire des catégories ou regrouper des catégories de patients pour homogénéiser ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles schizophréniques. La schizophrénie se traduit-elle par des crises épisodiques ou au contraire par un état permanent? La schizophrénie évolue en plusieurs phases et selon les personnes, elle est plus ou moins épisodique ou non. Donc on a chez certaines personnes, on voit un premier épisode apparaître qui tranche relativement clairement avec le fonctionnement antérieur. Et puis, après le premier épisode, la mise en place d'un traitement, les symptômes s'atténuent, et puis éventuellement ça peut revenir sous des formes de plusieurs épisodes, comme on décrit dans certains autres troubles. Chez d'autres personnes, le trouble est beaucoup plus progressif, et du coup c'est parfois difficile de savoir déterminer à quel seuil on est dans la maladie ou on ne l'est pas encore. Et puis l'évolution peut aussi, la récupération peut se faire avec une récupération incomplète
et un tableau qui finalement est beaucoup plus chronique. Souvent les patients sont un petit peu entre les deux, c'est-à-dire avec des moments où la maladie s'aggrave ou s'acutise, avec des symptômes plus marqués, et notamment avec des symptômes d'angoisse qui accompagnent tous les symptômes que j'ai cités précédemment, et puis avec une phase de récupération où les symptômes un peu rentrent dans l'ordre. Quels sont les symptômes majeurs qui distinguent la schizophrénie d'autres troubles mentaux? Alors c'est parfois difficile, hein, on l'a dit tout à l'heure, c'est parfois difficile de faire un diagnostic formel. Encore une fois, on n'a pas de biomarqueur, on n'a pas de mesure comme l'hypertension peut être mesurée avec un instrument relativement simple. Et c'est d'autant plus difficile que certains des symptômes peuvent appartenir à l'un ou l'autre des tableaux. D'où parfois des hésitations, c'est parfois l'évolution qui va trancher entre une maladie qui se manifeste beaucoup principalement avec des troubles affectifs, dépressifs ou d'excitation, d'élation de l'humeur, versus des troubles dans lesquels ces symptômes-là peuvent être présents, mais pas au premier plan. En d'autres termes, il y a une proximité, il y a des formes frontières, qu'on appelle d'ailleurs des troubles schizoaffectifs, et parfois, il y a des discussions pour savoir si c'est un trouble schizoaffectif ou un trouble bipolaire avec caractéristiques psychotiques. La réalité, je ne suis pas sûre que ce soit si important de toujours faire la différence. On sait que certaines formes de troubles bipolaires avec des caractéristiques psychotiques ont un pronostic qui n'est pas si bon que ça, et inversement que des formes des troubles schizoaffectifs ont un bon pronostic. En termes thérapeutiques, dans un cas comme dans l'autre, on va utiliser les mêmes outils thérapeutiques. La schizophrénie altère-t-elle les sentiments et les affects? Alors j'ai cité les 3 grands registres de symptômes, positifs, négatifs, cognitifs ou de désorganisation. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, les patients qui souffrent de troubles schizophréniques ont également une réelle souffrance, une réelle détresse, qu'ils appellent souvent des angoisses qui sont souvent qu'on appelle anidéiques, c'est-à-dire sans réel motif, très souvent, ce qui est très désarmant évidemment. Et puis ça peut bien sûr toucher aussi la sphère purement affective avec des symptômes dépressifs auxquels s'ajoute la mésestime de soi et auxquels s'ajoutent parfois tous les phénomènes secondaires de désespérance parce qu'on voit les symptômes qui arrivent. Donc là, il existe très clairement une altération des affects sur le mode de la dépression. Parfois, on a ces formes frontières avec certains symptômes liés aux troubles proches du trouble bipolaire ou dans le cadre du trouble bipolaire, c'est-à-dire avec des excitations de type maniaque qui peuvent se surajouter. Et en tout cas, dans tous les cas, il y a des altérations des affects. Et il y a dans les symptômes négatifs cette particularité que parfois les personnes ont une difficulté à mettre les bons sentiments sur les bons événements, c'est-à-dire soit avoir un émoussement affectif avec finalement une perte de la perception, une certaine indifférence au monde qui les entoure, en tout cas c'est perçu comme tel. Et puis parfois on a aussi ce qu'on appelle les affects inappropriés, c'est-à-dire un certain décalage, une certaine discordance entre un événement, par exemple un événement triste qui va plutôt les éveiller et leur faire percevoir une certaine joie avec beaucoup de culpabilité souvent, ou même si elle n'est pas exprimée, ou au contraire des événements plutôt gais qui vont profondément les attrister. Donc c'est ce qu'on appelle les affects inappropriés qui peuvent donner par exemple parfois des rires inappropriés en lien avec ces perceptions discordantes de la réalité. Seconde partie de ce séminaire concernant les facteurs de risque et la physiopathologie. La schizophrénie peut-elle apparaître à tous les âges? En théorie, oui. En réalité, le pic d'apparition de la maladie se situe globalement entre 15 et 25 ans, ou pour être un peu plus large, entre 12 et 30 ans. On a le sentiment que l'apparition de la maladie est assez en lien avec la maturation cérébrale qui a lieu au moment de l'adolescence, comme une période critique de la formation du cerveau. Après, il y a des formes, il y a toujours des exceptions en médecine, il y a des formes très précoces, voire ultra précoces. On peut faire des diagnostics de schizophrénie dès l'enfance, à l'âge de 5-6 ans, c'est extrêmement rare, heureusement.
On a des formes qu'on appelle prépubères, qui sont souvent plus sévères et qui donc apparaissent avant 12-13 ans. Encore une fois, les formes classiques entre 12 et 25 ans, 12-30 ans. Chez la femme, les troubles sont souvent plus tardifs, avec des actes de début qui sont plus volontiers aux alentours de 20, 25 ans, 30 ans, voire 35 ans. Et puis il y a bien sûr aussi des formes ultra tardives, enfin des formes tardives, après 35 ans, où subitement les symptômes que j'ai cités vont apparaître. Les caractéristiques des formes ultra précoces sont différentes de la forme classique et avec beaucoup plus de désorganisation, plus de troubles cognitifs. Dans les formes tardives, au contraire, on a souvent moins de difficultés, moins de désorganisation, moins de troubles psychiques, troubles cognitifs, pardon, avec souvent des éléments qui se mêlent d'ordre affectif. Devenons-nous schizophrènes ou naissons-nous schizophrènes? Alors, ni l'un ni l'autre, puisque nous ne sommes pas, quelqu'un qui souffre de schizophrénie ne se résume pas à sa maladie, hein, ni l'un ni l'autre. Ce qu'on sait aujourd'hui, on n'a pas toutes les clés pour comprendre comment les troubles apparaissent. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est multifactoriel. On n'a aujourd'hui aucune cause unique nécessaire et suffisante pour comprendre l'apparition des troubles. Et puis probablement, elle est aussi très dépendante d'une personne à l'autre. Alors pour reprendre les choses, on parle souvent de génétique. Il y a effectivement des familles où la maladie est plus fréquente que dans la population générale. Et on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs génétiques, non pas un facteur, mais l'ensemble et l'interaction de ces facteurs génétiques avec d'autres facteurs d'environnement qui rendent plus à risque de développer la maladie. Pour avoir des chiffres un petit peu, on considère que globalement, si vous avez un jumeau monozygote, c'est-à-dire qu'il a le même patrimoine génétique que vous, le risque et qui est atteint de la maladie, le risque d'avoir la maladie est d'environ 50%. C'est-à-dire qu'on a 50% de chance de ne pas avoir la maladie et 50% de risque d'avoir la maladie. Donc finalement, entre l'inné et l'acquis, pour reprendre des grandes terminologies, on va dire que c'est en gros 50-50. Il y a quelques exceptions. On sait aujourd'hui qu'il y a certains facteurs génétiques qui sont d'ailleurs pas forcément hérités et qui vont pouvoir être associés avec un risque accru de troubles schizophréniques, et notamment certaines mutations rares, ce qu'on appelle des variations de copie, des CNV, qu'on a déjà identifiées dans des troubles du neurodéveloppement comme l'autisme ou le retard mental. Elles sont aussi associées avec un risque accru de développer la schizophrénie. Donc ça, c'est pour la partie génétique. En ce qui concerne les facteurs déclenchants, j'ai parlé d'environnement et de l'interaction avec ces facteurs génétiques, on connaît un certain nombre de facteurs d'environnement qui sont associés avec un risque accru, c'est un risque statistique, et globalement, la plupart de ces facteurs augmentent le risque d'une petite proportion. On peut classer ça en deux parties. Il y a les risques précoces, liés aux risques auxquels on est soumis pendant le développement cérébral, pendant la grossesse, au moment de l'accouchement. Et dans ces facteurs de risque, on va retrouver certaines infections de la mère, par exemple la rubéole, certaines complications obstétricales, des accouchements difficiles avec une souffrance néonatale. On a beaucoup cité la grippe comme un facteur de risque de développement ultérieur. Tous ces facteurs de risque ont un effet, mais un effet relativement faible. En particulier, la grippe augmente très peu le risque, mais c'est un facteur de risque statistique. Après ça, il y a une deuxième période critique. J'ai cité tout à l'heure la période de l'adolescence. Et certains facteurs de risque auxquels on est exposé pendant l'adolescence sont également reconnus comme des facteurs de risque de développer un trouble schizophrénique. Pour citer les principaux, on va retrouver le stress, y compris le stress social. Il y a les facteurs inflammatoires, certaines maladies, on a cité la toxoplasmose par exemple, mais d'autres infections virales pourraient augmenter le risque de déclenchement de maladie. Et puis il y a le grand chapitre du risque accru lié à la consommation de substances, et notamment le cannabis, pour lequel aujourd'hui le risque est considéré globalement comme un risque x2. C'est ni nécessaire ni suffisant pour développer la maladie, mais c'est clairement aujourd'hui un facteur de risque
qui est reconnue. Une notion très importante qui est celle de l'âge d'exposition. Je citais cette période critique de l'adolescence, la consommation de substances avant 15 ans ou avant 18 ans double le risque par rapport à une exposition plus tardive au cannabis. Le caractère d'une personne peut-il l'amener à souffrir de schizophrénie? Oui et non. C'est pas le caractère de la personne qui va déterminer le risque de développer un trouble schizophrénique. En revanche, on sait que la maladie en fait arrive rarement du jour au lendemain. Et parmi les traits de caractère, on décrit ce qu'on appelle la personnalité schizotypique, qui est caractérisée par un certain nombre de modalités de fonctionnement cognitif, dont les symptômes peuvent se rapprocher à minima de certains troubles qu'on trouve de façon plus marquée dans la schizophrénie, comme la difficulté à avoir de l'initiative, comme parfois avoir des aberrations perceptuelles. Et puis, on décrit souvent l'entrée dans la maladie comme un changement de personnalité. En réalité, dans ces cas-là, on décrit la personnalité comme finalement la manière de se comporter et finalement l'espèce d'hyperréactivité, d'irritabilité, d'hostilité qui peuvent apparaître, qui tranche par rapport à la personnalité antérieure. Je voudrais juste rajouter une fausse idée. On dit souvent que la schizophrénie, c'est un dédoublement de personnalité. C'est absolument pas la réalité. En revanche, c'est vrai que les troubles schizophréniques vont avoir tendance à prendre le pas sur la vraie personnalité des personnes, avec des personnes qui sont absolument charmantes, mais qui, lorsqu'elles sont sous l'emprise d'idées délirantes, d'hallucinations ou d'angoisse, vont pouvoir éventuellement être assez hostiles, assez irritables. Troisième partie de ce séminaire concernant la prise en charge. Quelles sont les prises en charge pour les patients atteints de schizophrénie? La prise en charge, elle repose avant tout sur la mise en place rapide d'un traitement qu'on appelle antipsychotique, qui vont permettre de réduire les angoisses, réduire la symptomatologie positive, les hallucinations, les idées délirantes, et qui vont aider un peu la personne à se restructurer, avoir une pensée un peu moins désorganisée. Le traitement repose sur la mise en place d'un traitement antipsychotique à une dose nécessaire, mais pas trop, et donc il y a une question d'adapter les doses à la personne. Après, elle ne se limite pas au traitement médicamenteux, puisqu'il s'agit souvent de jeunes dans le début de la maladie, qui vont avoir eu des symptômes pendant plusieurs années avant l'apparition franche de la maladie, et qui vont éventuellement s'être un peu désinsérés, avoir été mis en échec scolaire, ou avoir quitté leur travail pour ceux qui sont déjà au travail. Et donc il va falloir aussi aider la personne à se réinsérer et à reprendre le cours de sa vie. Mais pour faire ça, il faut savoir ne pas griller les étapes. Chez certaines personnes, ça va être très rapide. Chez d'autres personnes, ça va nécessiter qu'on puisse, avant toute chose, les aider sur toutes les difficultés cognitives qu'elles présentent. Peut-être un mot là-dessus. J'ai cité les symptômes cognitifs comme étant présents, les troubles cognitifs. Au quotidien, ça va être des troubles pour maintenir son attention sur une activité particulière, ça va être la capacité à organiser son parcours pour aller faire ses courses, mais aussi ses idées, ça va être tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives, de résoudre des problèmes, d'être capable d'inhiber une information non pertinente, etc. Et puis ça va aussi être la capacité à gérer ses émotions, à comprendre les émotions de l'autre, à se mettre à la place de l'autre. Donc cet ensemble de fonctions cérébrales, psychiques, lorsqu'elles sont altérées, vont pouvoir être ce qu'on appelle remédiées, c'est la remédiation cognitive, c'est comme une sorte de rééducation cognitive. On fait ça pour la mémoire dans les troubles de type Alzheimer. Dans le cas de la schizophrénie, maintenant on a des programmes adaptés, puisque c'est jamais exactement les mêmes troubles qui sont présents, adaptés, qui vont pouvoir permettre à la personne, aider sur le plan des symptômes et de l'angoisse, puis sur les symptômes cognitifs, à reprendre des études progressivement et reprendre une vie sociale la plus satisfaisante possible. Comment peut-on aider un proche souffrant de schizophrénie?
La première des choses pour aider les personnes souffrant de schizophrénie, c'est d'être présent, disponible et bienveillant. Évidemment, parfois, les proches sont surpris, voire même heurtés par le changement de comportement, ne reconnaissent plus leurs proches. Parfois, on sait qu'il peut y avoir une certaine violence au moment des crises. Il faut savoir mettre un peu de distance entre ce qu'est la personne et la situation qui est vécue, et rester là et être présent et disponible pour que la personne puisse savoir vers qui se tourner. C'est extrêmement important, parce que si ce lien est maintenu, ça va permettre effectivement de désamorcer certaines crises, de faciliter les choses. Une chose importante qui est de plus en plus, de plus en plus développée en psychiatrie, c'est tout ce qu'on appelle la psychoéducation. C'est finalement non seulement comprendre la maladie, comprendre les traitements, comprendre les tenants aboutissants, mais aussi de savoir se comporter, de savoir réagir dans ces situations de crise par exemple. Et donc les proches peuvent suivre, et notamment les parents, peuvent suivre des programmes de psychoéducation. Dans le cas de la schizophrénie, ce sont les programmes pro-famille qui ont été beaucoup développés. Il existe aussi, et nous mettons en place ici, des groupes pour les phases plus précoces, c'est-à-dire dès le premier épisode, même lorsqu'on n'est pas complètement sûr de l'évolution du trouble vers une schizophrénie ou vers un trouble bipolaire. Ces programmes de psychoéducation donnent finalement des outils pour savoir se comporter et aider les personnes au quotidien. Et puis, j'allais oublier un terme important, mais on sait très bien que cette maladie est extrêmement stigmatisée. Quand on parle de schizophrénie, on parle de fou, on parle de folie. C'est une maladie et il faut savoir se rappeler que c'est une maladie, que les personnes en souffrent. Quelles sont les possibilités d'entraide entre les personnes atteintes de schizophrénie ? Alors, on a les systèmes d'entraide entre personnes, souvent de troubles psychiques dans son ensemble, se développent notamment dans ce qu'on appelle les groupes d'entraide mutuelle, qui ont été mis en place par l'UNAFAM, et qui sont des lieux dans lesquels les parents, les personnes souffrant de schizophrénie peuvent se réunir et avoir des interactions, enfin, une vie sociale malgré la maladie. C'est très développé dans certains pays, notamment au Québec, qui ont beaucoup développé ça avec ce qu'on appelle les pères aidants, y compris dans les hôpitaux. Il y a aujourd'hui des programmes de pères aidants. Quels sont les moyens pour qu'une personne atteinte de schizophrénie maintienne son traitement, même lorsqu'il va bien ? Donc lorsque les symptômes sont atténués par les médicaments, souvent, si on arrête, on va voir réapparaître les symptômes, pas toujours le lendemain, pas toujours le surlendemain, mais le risque de rechute, il est extrêmement important. Et ça, il faut l'expliquer dès l'initiation du traitement. Je pense que la principale manière d'aider quelqu'un à prendre son traitement, c'est de s'assurer qu'il comprend ce qui lui arrive. Quatrième partie de ce séminaire concernant l'évolution de la schizophrénie. Une personne atteinte de schizophrénie peut-elle avoir des moments de lucidité avec un comportement adapté ? Donc absolument, une personne atteinte de schizophrénie peut tout à fait avoir des moments de lucidité et avoir un comportement parfaitement adapté. Vous en croisez tous les jours dans la rue. Ce qu'on sait, c'est que la récupération fonctionnelle, la rémission fonctionnelle, elle est variable selon les personnes, mais elle peut être de très bonne qualité et permettre une reprise de vie sociale, familiale, professionnelle, une reprise d'études. Quel est l'avenir d'une personne atteinte de schizophrénie ? Peut-elle retrouver une vie sociale normale ? Alors, tout à fait. L'avenir peut être assez variable. On peut retrouver une vie sociale parfaitement normale, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas satisfaisante. Plus on soigne tôt au début de la maladie, meilleur est le pronostic avec vraiment des récupérations, d'autant plus que, comme c'est des jeunes qui sont en cours d'études ou en cours de formation, ça leur permet de reprendre, de ne pas sortir de leur parcours de vie et de reprendre et du coup d'avoir une formation comme leurs camarades et de retrouver une vie sociale pour le coup complète. Après, on sait que globalement, on dit souvent que 30% des patients vont avoir une bonne récupération, 30% vont rester résistants.
avec des symptômes persistants et très gênants. Et puis, entre les deux, c'est des patients qui vont avoir des hauts, des bas, parfois avec des grandes périodes de lucidité, en tout cas d'accalmie des symptômes et lucidité, qui leur permettent d'avoir une vie tout à fait satisfaisante, avec parfois des rechutes ou des moments plus difficiles. Il est très difficile, on aimerait bien pouvoir, bien sûr, améliorer l'avenir de tout le monde et aussi de pouvoir prédire ceux qui vont avoir une évolution moins favorable que les autres et de comprendre ces phénomènes-là. On n'a pas aujourd'hui toutes les clés, on ne peut pas toujours complètement prédire. La seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est que un traitement bien conduit va permettre d'avoir une bonne qualité fonctionnelle et que en dehors du médicament, l'entourage, la capacité l'accès à de la remédiation cognitive, l'accès à un coaching pour reprendre le travail, etc., sont des facteurs qui permettent une vraie récupération sociale. Peut-on guérir de la schizophrénie définitivement ? C'est une question qui est souvent posée. Probablement oui. Ça dépend de ce qu'on appelle la guérison. Il y a peu de maladies finalement dont on sort parfaitement indemne. Même certaines infections, vous avez traité l'infection, mais il va y avoir la trace immunologique, un infarctus du myocarde, vous allez récupérer, cicatriser, mais vous avez toujours la cicatrice, vous avez toujours les facteurs de risque. Donc on est un peu dans cette situation de maladie pour laquelle la guérison fonctionnelle existe, indubitablement. Peut-on être schizophrène, mais mener une vie normale ou quasi normale, sans besoin de suivi ou de traitement ? Globalement, la plupart des personnes vont continuer à avoir besoin de médicaments, et c'est toujours utile qu'elles puissent avoir un suivi. Parce que même si dans certains cas on est amené à diminuer les traitements, après un premier épisode psychotique par exemple, on sait que le risque de rechute est énorme si on arrête le traitement dans les 2 ans qui suivent l'épisode psychotique. Après ça, le risque s'atténue et on peut dans certains cas envisager de diminuer progressivement et puis voir si on peut se passer du traitement. D'abord il ne faut pas le faire seul, il faut le faire avec son médecin. Et même quand on arrête les traitements, il faut maintenir un lien avec quelqu'un qui va vous aider si jamais de nouveau les symptômes réapparaissent. Parce que si on laisse les choses se redégrader, de nouveau on va rentrer dans quelque chose qui va être compliqué avec des conséquences sur le pronostic global et final. Quels sont les risques pour la personne atteinte et pour son entourage ? Les risques pour la personne atteinte, c'est-à-dire les risques associés à la maladie, ils concernent déjà la perte de chance d'un point de vue social. Le risque, il est aussi lié à la souffrance qui est associée aux symptômes et qui peut mener à des conduites suicidaires. On sait que le risque de tentative de suicide est très élevé, souvent au début de la maladie, dans les mois qui précèdent l'émergence des troubles proprement parlés. Et dans les années qui suivent, parce que c'est évidemment une sorte de tsunami pour les personnes, pour les familles, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment être présent et accompagner cette phase-là. Il existe aussi un risque médical qui est souvent méconnu. On sait que l'espérance de vie chez les patients souffrant de schizophrénie est diminuée de près de 15 ans du fait des maladies somatiques. C'est des maladies métaboliques. On disait qu'elles sont parfois en lien simplement avec un risque qu'on sait accru chez les personnes, un risque par exemple de diabète. Et puis on sait aussi que les médicaments qui sont prescrits peuvent avoir des effets secondaires comme tous les médicaments. Et donc on doit toujours d'abord accompagner, suivre sur le plan médical ces médicaments et bien sûr doser le bénéfice-risque, adapter les doses, adapter les médicaments d'une manière générale au profil des personnes. Donc on a encore des choses à gagner sur le plan d'avoir des médicaments qui ont moins d'effets secondaires, comme dans beaucoup de domaines, mais aussi dans la manière dont on va adapter et personnaliser la prescription des médicaments. Quand on parle des 15 ans de perte d'espérance de vie, ce qui est énorme, c'est aussi le fait qu'ils sont moins bien soignés, soit parce qu'ils négligent un peu leurs symptômes, et toute l'importance du suivi médical dont on parlait, soit aussi parce que malheureusement,
il y a une stigmatisation des patients et parfois ils n'ont pas les meilleurs soins et ça c'est un combat que nous devons mener au sein de la profession médicale. Quant à l'entourage, j'imagine que dans la question c'est est-ce qu'il peut y avoir des gestes de violence de la part des proches, est-ce que l'entourage est en danger? L'entourage n'est pas en danger quand les personnes sont apaisées, ont un traitement correct, ont su garder un mode de dialogue. On sait évidemment que dans de très rares cas, il peut y avoir des gestes complètement inattendus, impossibles à anticiper, mais c'est rare. Et globalement, la violence des patients, elle est avant tout vis-à-vis d'eux-mêmes. Et des soins adaptés, un accompagnement adapté doit réussir à prévenir ces situations imprévisibles. Globalement, les risques pour l'entourage, c'est essentiellement ceux de voir un de leurs proches, et souvent un de leurs enfants, souffrir d'une maladie qui a un impact majeur et qui, bien sûr, comme tout le monde, préférerait qu'elle ne soit pas présente. Où en est la recherche sur la schizophrénie ? On a encore beaucoup de progrès à faire pour diminuer le risque de résistance au traitement, comment on peut repousser les limites de la résistance. Et puis un autre domaine qui est extrêmement prometteur, qui est de mieux comprendre les processus qui mènent à la maladie pour identifier des leviers pour empêcher que la maladie s'installe dès les premiers symptômes, ce qu'on appelle l'intervention précoce, voire des interventions préventives. Peut-être en 2 mots pour chacun de ces domaines. On a parlé beaucoup des médicaments. On sait que dans les formes de résistance, il y a certaines molécules qui sont plus actives que d'autres. Et puis on sait aujourd'hui que certaines modalités thérapeutiques peuvent être très efficaces, seules ou en association avec les antipsychotiques. Et notamment sur les techniques de stimulation, l'électroconvulsivothérapie, autrement souvent appelée les électrochocs, même si la mauvaise presse, peuvent être remarquablement efficaces. Alors c'est la meilleure des thérapeutiques dans un cas précis qu'on appelle les troubles catatoniques, dans certaines formes très désorganisées, et en association ça peut aider à améliorer la réponse au traitement. Et puis on a d'autres techniques de stimulation aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne, TMS, et en l'occurrence RTMS, puisque répétitive, dont on sait aujourd'hui que ça permet de moduler le fonctionnement de certaines aires cérébrales, et on sait que ça a été démontré comme efficace dans certaines formes d'hallucinations résistantes au traitement médicamenteux. Et puis l'autre champ dans lequel nous sommes très investis, c'est essayer de comprendre ce qui se passe lors de l'entrée dans la maladie, lors de l'émergence du tableau. Je disais rapidement que souvent les symptômes avaient existé un petit peu avant, on pouvait noter un changement de fonctionnement, un changement de personnalité. En fait, cette période qu'on peut appeler avec des symptômes prodromiques, on doit apprendre à les repérer mieux, c'est-à-dire de développer des outils pour repérer ces symptômes extrêmement subtils qui passent très très souvent inaperçus. Puis surtout, c'est de comprendre quels sont les facteurs précipitants, comment les facteurs de risque que j'ai évoqués font apparaître la maladie. La psychiatrie dans son ensemble doit bouger comme certaines autres pathologies dans le domaine de l'intervention préventive. Au fond, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, et il y a même de bons arguments dès maintenant pour dire qu'une prise en charge avant l'émergence des troubles permet de prévenir, dans certains cas, l'évolution vers un trouble schizophrénique, et prévenir en agissant sur les facteurs de risque. On sait par exemple dans le diabète que si vous avez des petites altérations biologiques et que vous faites un régime, donc des mesures de prévention agissant sur les facteurs de risque, vous pouvez éviter l'entrée dans la phase de la maladie avec toutes les conséquences en cascade. C'est un peu le même mode de raisonnement et d'intervention qui est en train de se mettre en place. La France a un peu de retard dans le domaine, mais c'est en train de bouger et c'est clairement une source d'espoir extrêmement important. Quel serait l'intérêt d'avoir une cohorte schizophrénie dans Compare ? L'intérêt qu'on pourrait avoir à avoir une cohorte avec des témoignages de personnes souffrant de troubles schizophréniques, c'est que
Voilà, nous sommes médecins, nous ne vivons pas la maladie. On sait qu'il y a un savoir qu'on appelle expérientiel de la part des familles et de la part des patients, qui sont extrêmement importants parce qu'on ne peut pas aller dans la tête des gens, qu'il y a certains processus de pensée qu'eux seuls peuvent décrire. Et donc on a besoin d'avoir ces informations-là, qu'on a parfois dans les patients. On disait, est-ce que certains patients récupèrent? Oui, il y a des patients qui récupèrent, qui nous décrivent ce qu'ils ont vécu. Et c'est extrêmement informatif pour comprendre, parce que finalement, nous on voit le comportement, l'agitation, le retrait, mais on ne sait pas toujours les mécanismes. Donc ça, c'est très important, d'avoir ces informations-là, d'avoir aussi un retour sur comment les symptômes naissent, apparaissent, s'aggravent ou au contraire régressent, et d'avoir des masses de données et d'informations. C'est aujourd'hui extrêmement utile parce qu'on a aussi des outils de recherche pour savoir extraire de la connaissance de données multiples, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, des big data, etc. Et ce serait dommage de n'avoir que la version médicale, scientifique, sans pouvoir mettre en regard l'expérience propre par les personnes. Rejoignez Compare et, ensemble, faisons avancer la recherche sur les maladies chroniques. Rendez-vous sur compare.aphp.fr.